Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur les ondes de RCF Sarthe. Au sommaire aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la valorisation touristique des forêts avec Jean de Falandre du comité des forêts. Nous parlerons des opportunités de carrière dans l'armée de terre avec l'adjudant-chef Denis Nels du CIRFA du Mans. Et puis on vous fera découvrir le domaine de Courtenvaux à Bessay-sur-Bray de notre idée sortie de la semaine. Allez, on file tout de suite en forêt pour démarrer cette émission. Bonjour Jean de Falandre. Bonjour. Vous intervenez régulièrement sur les ondes de RCF Sarthe. Je rappelle que vous êtes membre du comité des forêts. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que on peut trouver complexe. En tout cas, c'est ce que vous me disiez quand on préparait cette émission, mais néanmoins plutôt très intéressant puisque c'est la valorisation touristique des forêts. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, valoriser une forêt touristiquement parlant ? Alors, quand on dit pour moi valorisation touristique des forêts, c'est principalement l'accueil du public en forêt, c'est-à-dire comment faire pour qu'on puisse accueillir les forêts, comment faire pour canaliser le grand public en forêt, comment est-ce qu'on fait pour accueillir le public en forêt. Et donc déjà, je pense que c'est important de mettre un petit peu les bases, c'est que la forêt française est composée à 3/4 de forêts privées et 1/4 de forêts publiques. On est à peu près on est peut-être à 80% de forêts privées en Sarthe et 15-20% de forêts publiques. Donc on a quelques grandes forêts publiques en Sarthe. On a la forêt de Bercé, la forêt de Persaigne, la forêt dans le secteur on a Ciel-Guillaume. Voilà, on a différentes massifs forestiers assez bien répartis d'ailleurs sur le département pour pouvoir s'y balader. Ensuite, on a en forêt privée, là donc la forêt privée est privée, c'est comme un jardin, enfin c'est une propriété privée dans lequel si vous n'avez pas l'accord du propriétaire, vous ne pouvez pas vous y promener ni ramasser les champignons. Voilà, ça ne vous appartient pas. Donc ça c'est peut-être la première chose un petit peu plus juridique, j'ai envie de dire. Et donc la question de l'accueil du public va principalement concerner les forêts publiques. Ce qui est important de savoir, c'est que historiquement, les forestiers, on va dire, on était un petit peu les sachants, et donc c'était un petit peu nous qui connaissions avec peut-être un peu cette assise en disant nous on sait, le grand public ne sait pas, donc laissez-nous faire notre travail correctement et on le fait correctement. Et on observe vraiment un différent contexte, une prise en compte de plus en plus importante du grand public sur la gestion forestière pour pouvoir, et les gestionnaires forestiers prennent de plus en plus en compte l'avis du grand public. Alors certains vont dire que pas assez, d'autres vont dire que trop, enfin voilà. Mais on observe vraiment cette différence qui est vraiment intéressante à se rendre compte, c'est que historiquement les forestiers ne prenaient absolument pas en compte l'avis du grand public, ils étaient dans leur position de savoir et le grand public n'avait qu'à regarder ce que faisaient les forestiers. Et on observe vraiment cette différence extrêmement importante parce que maintenant, vous allez en forêt de Bercé, vous avez quand même différents lieux emblématiques. Je pense à la Futaie des Clos, je pense à la Fontaine de la Coudre, qui ont extrêmement bien été aménagés pour pouvoir accueillir le public. Et c'est vrai que la question des forestiers, c'est comment faire en sorte pour pouvoir peut-être bien accueillir le grand public, parce que l'ONF a une mission d'accueil du public, mais aussi conserver le milieu de la forêt, conserver ce milieu, éviter que le grand public aille partout, piétine le sol partout, et donc l'ONF, la forêt dans son ensemble, a plutôt pris une stratégie d'aller matérialiser des zones pour pouvoir accueillir le public, mettre des différents panneaux, de la différente pédagogie. Enfin, la Futaie des Clos a quand même il y a un très beau sentier qui est accessible PMR, qui a été fait avec une application qui est vraiment intéressante et donc a été mis en place pour pouvoir justement faire découvrir la forêt et accueillir le public. Et c'est vrai que la stratégie un peu est de pouvoir orienter le grand public vers ces lieux emblématiques, laisser une autre partie de la forêt, on va dire au repos entre guillemets du grand public. Alors en Sarthe, on n'a pas on a des très grandes forêts, mais on n'a pas énormément de personnes qui viennent en forêt. Moi, j'ai travaillé sur Fontainebleau. Fontainebleau, vous avez plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an. Je crois que ça se compte même en millions de visiteurs par an. Et donc, avec un fort impact en fait du grand public sur la forêt. Et en fait, on se dit bah oui, mais moi je suis tout seul. Moi tout seul, je fais pas beaucoup de dégâts. C'est évident qu'une personne tout seul ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais quand vous avez des millions de personnes qui viennent tous les ans sur la forêt, ça fait quand même du dérangement, ça fait du dégât, le tassement du sol. On ne connaît pas toutes les espèces des forêts protégées. Il y a des espèces très sensibles qui sont
très sensibles au tassement du sol, au dérangement. On pense souvent aux grands mammifères, aux cerfs, aux sangliers, mais on a aussi tous les petits mammifères, tous les amphibiens, toutes ces espèces-là qui peuvent être très soumises au dérangement. Et donc, voilà, je suis un petit peu dispersé dans votre question, mais on a fait un petit peu un panel. Non, mais c'est aussi révélateur quelque part d'une forme de schizophrénie du forestier de dire on ouvre les forêts au public, mais pas trop quand même parce qu'il faut pas faire de dégâts dessus, quoi. Exactement, et c'est toute la difficulté que les forestiers ont, c'est comment faire en sorte pour accueillir le public, parce que c'est quelque chose que les forêts publiques font et c'est vraiment dans leur mission. On l'a vu depuis le Covid, on a une recrudescence de personnes qui vont se ressourcer en forêt. Et moi, c'est quelque chose dont je suis très heureux parce que c'est quelque chose que je trouve très sain. On a de plus en plus de sports différents qui existent, le VTT, enfin il y a plein de sports maintenant qui se développent de plus en plus en forêt, et c'est quelque chose qui est très sain. Mais il faut arriver à canaliser tous les événements pour faire en sorte que la forêt ne soit pas un parc d'attractions et qu'on protège au mieux le milieu. Voilà. Et donc on a un peu cette schizophrénie d'être vouloir accueillir du public, mais pas trop non plus. Et comment on fait pour canaliser tout ça? Et c'est des vrais sujets vraiment importants. Et en tout cas, il y a une vraie attente du public, il y a des vraies demandes de faire des choses en forêt. Il y a des vraies attentes, il y a des vraies demandes du grand public pour faire des choses en forêt. Et alors là, je vais parler peut-être un peu d'autre chose, mais en forêt privée, par exemple, la gestion forestière, parce que on a parlé accueil du public, je vais parler un peu de la demande sociétale par rapport à la gestion forestière, qui va vouloir différentes choses par rapport aux forêts. La forêt, c'est un bien privé, on l'a vu à 75%, mais qui rend des services publics à presque 100%. C'est-à-dire quand vous avez une forêt, vous allez capter du carbone, on le sait avec le changement climatique, on en a besoin. Vous allez aussi purifier l'eau entre guillemets, c'est-à-dire que l'eau, le fait de passer dans une forêt, va être purifiée par les racines des arbres qui vont prendre des éléments. On a beaucoup de personnes qui pompent de l'eau dans les nappes, je vais pas comme Evian ou autre, voilà, et elles vont s'occuper beaucoup des forêts pour faire en sorte que la forêt traite au mieux l'eau et que l'eau soit de la meilleure qualité. Donc on a plein de services, on a la biodiversité, il y a plein de services que rend la forêt qui est quand même de l'ordre public. Et le grand public a des attentes vis-à-vis de ça, et ce qui est peut-être assez normal et assez sain. Et donc, les forestiers les grands publics ont des exigences. Alors là, je sais que le document régional Pays de la Loire du code, on va dire un mini code forestier des Pays de la Loire, qui est réglementaire, interdit maintenant les coupes rases de plus de 10 hectares d'un seul tenant. Alors, c'est pas complètement interdit pour être transparent, c'est soumis à dérogation et à analyse d'un organisme public indépendant. Et donc, ça veut dire que historiquement, on pouvait faire des grandes coupes rases. C'était quelque chose qui était extrêmement accepté et il n'y avait pas de difficulté avec ça. Maintenant, c'est quelque chose qui est réglementé. Alors certains pourraient dire ouais, c'est encore trop grand, 10 hectares, il faut plutôt faire moins. Mais ça n'empêche que les forestiers font de plus en plus de pas vers la société civile pour pouvoir prendre en compte leur opinion et prendre en compte la biodiversité. Il y a évidemment toujours un peu les deux qui sont extrêmement liés, mais qui sont assez proches de temps en temps dans les attentes. Et pour conclure, qui fait le premier pas finalement pour avoir cette valorisation touristique? Est-ce que ce sont les propriétaires qui doivent aller vers le public, ou alors c'est au public d'aller vers les propriétaires pour dire on aimerait faire telle ou telle chose? Il y a souvent les deux. Je vais parler d'une autre propriété, par exemple en Sarthe, assez emblématique, une propriété privée qui est la propriété du domaine de Vibray, qui est ouverte au public. Donc il y a aussi des propriétaires forestiers privés qui ont mis en place des choses pour pouvoir accueillir le public. Mais il y a souvent l'offre et la demande qui se rencontrent, c'est-à-dire que il y a par exemple des organismes de trail qui veulent passer chez un propriétaire, qui vont faire la demande auprès du propriétaire, et des propriétaires aussi qui peuvent faire la demande, comme la forêt de Vibray, qui en plus a mis en place des sujets pour réguler, on va dire, la surfréquentation lors des champignons, et des gens qui venaient de n'importe où de France en car et récolter tous les champignons. Donc là, il y a eu quelque chose en place très intéressant en forêt de Vibray. Mais bon, les champignons étant passés depuis quelques temps maintenant, on en parlera peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup, Jean de Falandre, de nous avoir parlé de la valorisation touristique des forêts aujourd'hui. On se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Merci. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes bien à l'écoute de Faites une pause. Il est temps de retrouver le CIRFA du Mans pour une série de chroniques que vous entendrez régulièrement dans cette émission. C'est la reprise de nos chroniques en partenariat avec le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées du Mans. Aujourd'hui sur RCF Sarthe, et pour cette première de la saison 2023-2024, nous recevons l'adjudant-chef Denis Nels, chef de centre de recrutement pour l'armée de terre au CIRFA du Mans. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Adjudant-chef Nels, vous nous faites aujourd'hui déjà
un rappel de ce qu'est le CIRFA peut-être en quelques mots. Bien sûr, donc CIRFA, donc Centre d'information et de recrutement des forces armées. Donc c'est le point unique départemental pour des jeunes qui voudraient s'informer sur les opportunités professionnelles au sein des armées. Moi je représente l'armée de terre aujourd'hui, mais sont également présents l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale au sein du CIRFA du Mans. Donc comme je le disais, le point unique pour se renseigner les opportunités professionnelles au sein des armées, et puis surtout pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager, comment on fait pour rentrer justement dans l'armée de terre, quoi. Pour l'armée de terre qui vous concerne particulièrement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut brosser un panel des différentes possibilités de métiers qui regroupent l'armée de terre? Oui, bien sûr. Donc les opportunités professionnelles sont très vastes. Partons du principe que tous les métiers pratiquement que vous pouvez retrouver dans le monde du civil, on a la réplication également chez nous. Alors bien entendu, les branches combattantes, ça parle à tout le monde quand on parle de l'armée de terre. Nos métiers sont répartis autour de 15 grands domaines d'activité, dont 4 concernent essentiellement les branches combattantes, comme on peut retrouver avec l'infanterie, comme avec le régiment local qu'on a ici à Champagné, le 2e RIMA, l'artillerie, le génie, l'arme bladée de cavalerie, les chars, et puis après toutes les familles du soutien, des renseignements, des télécommunications, de la maintenance, voilà, toutes ces choses-là, l'aérocombat qui constituent finalement les forces vives pour que notre armée française puisse fonctionner, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses finalement, beaucoup de possibilités, notamment en Sarthe, on a l'imaginaire du 2e RIMA qui est là, évidemment, parce que c'est la partie la plus visible, on va dire ça comme ça, mais au final, il y a beaucoup de possibilités de métiers au sein de l'armée de terre. Bien sûr, tout à fait, donc chacun arrive avec ses bagages scolaires. Il faut savoir qu'on recrute, donc la tranche d'âge pour recruter, pour pouvoir s'engager du moins, c'est compris entre... une fourchette entre 17 ans et demi et 30 ans, avec ou sans diplôme, j'insiste. Nous, on recrute de sans diplôme à Bac+5, un Master 2. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Des gens qui peuvent arriver formés déjà, qui occuperont certains postes avec des responsabilités, ou avec moins de diplômes, donc des responsabilités futures à venir, en commençant en tant qu'exécutant. Et puis après, voilà, chacun fait son parcours de carrière finalement, quoi. Et qui dit recrutement dit forcément évaluation. Évidemment, voilà. Pour pouvoir justement placer au mieux un jeune dans un domaine dont il a envie de travailler, envie de servir en fait, il faut déjà connaître son profil. Donc le profil, comment il est déterminé chez nous, le jeune qui entame une procédure de recrutement, je vous passe la partie administrative bien sûr, doit être évalué. Et qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces évaluations? On va avoir déjà une évaluation médicale pour connaître son profil médical. Il faut partir du principe que chaque métier chez nous égale un profil médical particulier. Ensuite, on va lui faire passer des tests sur informatique, des tests psychotechniques, donc un petit peu français, un petit peu de logique, des tests de personnalité aussi pour connaître un petit peu, évaluer toutes les facettes de son profil de personnalité. Des tests de sport évidemment, bien sûr. Et puis à la fin un entretien de motivation, je dirais un petit peu plus classique. Et une fois que ce jeune sera passé sur les 3 jours d'évaluation qui se passe à Rennes, pour toute la partie Grand Ouest, là on pourra passer à la phase la phase d'orientation ou en fonction des aspirations du jeune. Ce qu'il souhaite faire au sein de l'armée de terre, ce qu'il peut faire, on lui trouvera et un métier ensemble, c'est une phase de discussion, et un métier et une affectation possible, parce que je rappelle que on recrute bien pour toute la France, donc tous les régiments qui sont stationnés en France. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, adjudant-chef Denis Nels, de nous avoir présenté aujourd'hui les différentes opportunités de carrière dans l'armée de terre. Et on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Avec plaisir, je vous remercie. Merci d'être avec nous dans Faites une pause. Avant de se quitter, prenons la direction des vallées de la Braie et de l'Anille. Nous sommes avec Onja Timmerman, coordinatrice de l'Office de tourisme des vallées de la Braie et de l'Anille. Bonjour Onja. Bonjour. Vous nous emmenez aujourd'hui à Bessay-sur-Braie, à la découverte ou redécouverte du domaine de Courtenvaux. Oui, c'est cela même. C'est vraiment un beau château qu'il faut pas rater parce que c'est un des beaux châteaux sur notre territoire quand même. Donc, du coup, je vous emmène là-bas pour découvrir ce château de 15e siècle. Alors, il y a évidemment le château qui est emblématique de ce territoire. Est-ce qu'on peut en faire un petit mot brièvement avant de développer tout ce qui peut se faire autour? Pas de souci. Donc, le château appartient à la commune de Bessay-sur-Braie. Donc, le château de Courtenvaux se situe à la frontière de la Sarthe et du Loir-et-Cher. Il est construit au XVe siècle et puis
bien sûr, il y avait quand même pas mal de remaniements, parce qu'il a été aussi restauré au 19e siècle. Et c'est un château avec un emblème néo-gothique. Ses intérieurs sont vraiment très très sympas parce que c'est étincelant et moderne. Il y a aussi le parc très arboré de 68 hectares qui se situe autour du château. Donc c'est vraiment un dépaysement total pour découvrir ce beau château de Courtanvaux. Donc le château, son parc et de nombreuses propositions d'activités à faire tout autour. Exactement. Donc, si vous voulez vraiment vous dépayser autour des vallées de la Boye de l'Année, vous pouvez aller visiter le parc, se déambuler autour du parc, parce que il y a le calme assuré, ça c'est sûr. Et puis, vous pouvez aussi, au départ du château, il y a pas mal de sentiers de randonnée à faire. Il y a aussi un lac, vous pouvez pêcher dans l'étang. Quand c'est la saison de la pêche, bien sûr. Il y a aussi pas mal d'aires de jeu pour les enfants, des tables de pique-nique à disposition. Et puis, voilà, il y a des rivières, cascades, des petits ponts en rocaille et des arbres remarquables tout au long du petit chemin qui va dans le parc. Ouais, donc il y a vraiment de quoi faire pour passer une journée, un après-midi ou même plusieurs jours et s'occuper en famille. Exactement. Tout le monde peut trouver son compte, parce que si c'est une famille, vous pouvez aussi pratiquer le géocaching. Donc c'est une chasse au trésor du temps moderne. Vous utilisez votre smartphone et puis vous allez chercher les caches tout autour du château. Il y en a pas mal. Donc vous pouvez pratiquer cette activité avec vos enfants à partir de 4 ans. Et on peut en profiter toute l'année ? Exactement, parce qu'au fait, même si le château est fermé en ce moment, il était ouvert jusqu'à fin septembre. En ce moment, vous pouvez vous balader dans le parc parce que c'est ouvert tout le temps. Donc, c'est accessible au public gratuitement. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour se ressourcer, profiter un peu de la nature autour. Du mardi au dimanche, sauf les jours de réception, parce que le château est loué à certaines périodes pour des mariages ou des événements familiaux. Donc, il y a des visites guidées qui sont organisées. Donc, pour les plus curieux, le château se visite. Donc, vous pouvez suivre le guide sans problème. Il y a aussi plusieurs animations qui sont programmées sur place pendant la saison. Des expositions, des concerts, des conférences, des camps, des ateliers pour les enfants. Et sans oublier Courtanvaux côté jardin en avril, qui attire beaucoup de visiteurs sur le département et en dehors du département, donc les départements aux alentours. Plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site du château pour voir tout ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Eh bien, merci beaucoup, Anja Timmerman, de nous avoir parlé et présenté les activités et tout ce qui peut se faire sur le domaine de Courtanvaux, donc son château, son parc et ses alentours. Et puis, on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Faites une pause, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles sur RCF Sarthe. Je vous souhaite une excellente journée.